L'Union européenne réitère son engagement auprès du Mali pour la reconstruction nationale. Elle vient de promettre près de 10 milliards de francs CFA disponibles dès la semaine prochaine pour l'organisation des élections de juillet. C'était lors d'un déjeuner de presse ce mardi en prélude à la journée de l'Europe. L'axe Gao-Labezanga est de nouveau ouvert au trafic et sous contrôle des forces de défense et de sécurité au grand bonheur des usagers. De Labezanga à Gao, en passant par Ansongo, les foires ont retrouvé leur ambiance d'antan. Nous nous y rendrons. Ce 7 mai, c'est la journée mondiale de l'asthme, cette maladie respiratoire chronique qui touche les bronches. La journée est l'occasion pour nous de mieux nous informer sur la maladie et sa prévalence au Mali. Voilà pour les titres. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce journal que nous ouvrons par les activités du président de la République par intérim. Professeur Diankouna Traoré a successivement reçu ce matin 3 délégations, celle de l'Union malienne Raoul Folero, de la plateforme Kel Tamashek et du Conseil national des ordres professionnels du Mali. L'Union malienne Raoul Folero est venue apporter sa contribution à l'effort de guerre. Quant aux 2 autres délégations, elles sont venues prendre conseil auprès du président Traoré. Le reportage est de Mamari Koné. L'Union malienne Raoul Folero ne veut pas rester en marge des efforts de reconquête du territoire national. C'est pourquoi elle a apporté une contribution de 500 000 francs à l'effort de guerre. Certes, nous sommes malades d'Alep, mais nous gardons notre dignité. Nous sommes dignes fils de ce pays. Donc chacun de nous a le devoir de participer à l'effort de guerre. Donc c'est pour un soutien sans faille à notre vaillante armée. Moins d'un mois après le lancement de ces activités, la communauté Kel Tamashek était venue présenter son nouveau bureau au président de la République par intérim. La communauté en a profité pour lui exprimer ses préoccupations. La communauté de Kel Tamashek, malgré tous les clichés qu'on a véhiculés à propos d'elle, s'inscrit dans la conservation, le renforcement de l'unité nationale. La communauté dit que, à travers ses porte-paroles, elle se démarque totalement de ceux qui ont pris les armes contre leur pays. Donc, elle se démarque totalement de ceux qui ont prôné la violence pour régler un certain nombre de problèmes. Ensuite, nous avons aussi dit au président de la République, puisque c'est la plus haute autorité, de nous aider à combattre un certain nombre de clichés qui pensent que tout Touareg, tout Tamashek est rebelle. Quelques instants après, le nouveau bureau du Conseil national des ordres professionnels du Mali a été reçu en audience par le président de la République par intérim. Le docteur Oumar Maki Tunkara était venu aussi présenter au professeur Diankouna Traoré les bureaux chargés de relever les défis du Conseil. Nous voulons nous battre ensemble pour relever un certain nombre de défis. Donc, ce regroupement, c'est pour défendre les intérêts de nos professions. Vous savez, aujourd'hui, je ne vous l'apprends pas, nous allons vers une intégration sous-régionale et régionale. Et nous-mêmes, nous avons décidé pourquoi à l'interne ne pas faire notre propre intégration. Mise en place en octobre 2012, le Conseil national des ordres professionnels du Mali regroupe 13 ordres professionnels. Je vous l'annonçais en titre, l'Union européenne entend débloquer près de 10 milliards de francs CFA et ce dès la semaine prochaine pour l'organisation des élections de juillet. Outre cette importante annonce, l'Union s'engage à la construction de plusieurs routes dont le tronçon Gao, Kidal, Tamanrasset en Algérie. Ces informations ont été données au cours d'un déjeuner de presse organisé par la délégation de l'Union européenne au Mali. C'est en prélude à la journée de l'Europe célébrée le 9 mai prochain. Reportage de Amadou Sankari. Au cours de cette rencontre avec la presse, l'Union européenne a réaffirmé son engagement à soutenir le Mali pour réussir les nombreux défis qui se posent à lui. Il s'agit notamment de la réconciliation, du retour de l'administration dans les zones libérées et de l'organisation d'élections en juillet prochain. Pour le financement de ces consultations, l'Union mettra dès la semaine prochaine à la disposition de l'État malien 9 825 millions de francs CFA. Mais auparavant, ce partenaire avait débloqué plus d'1 milliard. À l'Union européenne, on souhaite que ces consultations se passent dans les règles de l'art. Il faudra que les élections présidentielles
que les élections législatives ne soient pas trop éloignées, mais soient plutôt dans une période raccourcie. Ça, ce qu'on souhaite, c'est que les élections se font dans un ordre régulier, transparent, inclusif, que chacun accepte le résultat parce qu'il l'a vu, c'est bien fait, c'est bien organisé. Autre importante annonce faite, c'est cet appui de 32 milliards 750 millions de francs CFA que l'Union entend mettre à la disposition de la MISMA pour être plus opérationnelle. Autre chantier sur lequel le Mali attend l'Union, c'est bien celui des infrastructures routières. Et sur le sujet, le partenaire s'est dit prêt. Les travaux sur la route Goumakora-Timbuktu, nous on est prêts à le reprendre dès que les conditions de sécurité permettent. Les fonds sont disponibles. On est d'ailleurs même accordé et discuté avec le gouvernement de faire les travaux qui restent sur le lien Nyono à Goumakora. Donc finalement, avec l'effort qu'on est prêt à donner, il y aura une route goudronnée entre Timbuktu et Bamako pour la première fois dans l'histoire. On a également pris des contacts avec d'autres organisations pour voir quels moyens existent pour lier Tamanrasset avec Kidal et notamment Kidal avec Bamako. Enfin, le chef de délégation a rappelé toute l'importance pour le Mali de la réunion de haut niveau qui se tiendra à Bruxelles le 15 mai prochain, une rencontre qui va mobiliser toutes les énergies de la communauté internationale en faveur du Mali. Dans la même lancée, la communauté internationale réaffirme son soutien indéfectible à la commission Dialogue et Réconciliation. Une délégation mixte Nations Unies, Union africaine et CEDEAO l'a annoncé cet après-midi au président Mohamed Sadia Sokona au cours d'une audience. Auparavant, le président de la commission Dialogue et Réconciliation avait reçu en audience l'ambassadeur du Danemark au Mali. Le compte-rendu des audiences, c'est avec Mohamed Diarra. Ce sont des diplomates chevronnés qui arrivent au siège de la commission Dialogue et Réconciliation à Koulouba. Ils ont entre leurs mains une somme de recettes devant servir de source d'inspiration pour la commission. Pour l'ambassadeur du Danemark, la commission Dialogue et Réconciliation est le troisième volet de la transition après la reconquête des régions occupées et l'élection présidentielle. Le diplomate propose un dialogue inclusif entre tous les fils du Mali. Un dialogue qui ne soit pas exclusivement entre le Nord et le Sud, mais entre les populations du Sud, entre les populations du Nord, à travers du territoire malien. Nous sommes tout à fait prêts à accompagner le travail de la Commission, qu'il faut bien gérer tous les acteurs qu'il y a dans ce dialogue qui se mène pour le moment, et que Danemark peut accompagner, mais ne va pas dupliquer. La délégation mixte Nations Unies, Union africaine et CEDEAO est venue réaffirmer le soutien de la communauté internationale à la commission Dialogue et Réconciliation. Les membres de la communauté internationale se sont félicités que la commission est là. Ils ont souhaité qu'elle commence à travailler le plus rapidement possible. Ils ont dit qu'ils sont prêts à soutenir la commission au niveau politique et au niveau matériel. Des échanges assortis de contributions qui devront guider les premiers pas des membres de la commission Dialogue et Réconciliation pour un meilleur accomplissement de leur mission. La 56e session extraordinaire du Conseil des ministres de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal s'est tenue ce matin ici à Bamako. Les ministres en charge du secteur ont convenu, entre autres, de la révision du tarif de l'énergie de Malintali et du financement des travaux de réparation des groupes du barrage. Il prévoit également l'exploitation de la puissance disponible de la centrale du Félou. Reportage de Bourama Traoré. L'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal fait face à deux défis majeurs. Le premier, c'est la difficulté de recruter un nouvel opérateur des ouvrages de Malintali et Félou. Le second défi, c'est le manque d'équilibre financier de la Société de gestion de l'énergie de Malintali Sogem. Deux préoccupations au cœur de cette 56e session extraordinaire du Conseil des ministres de l'OMVS. Il s'agit de problématiques urgentes qui doivent être traitées dans toute leur complexité, dans le respect d'une part de nos intérêts stratégiques liés à la continuité de fourniture d'électricité à nos sociétés nationales,
à la préservation durable de notre patrimoine. La rencontre de Bamako est donc jugée capitale. L'enjeu est de prendre des mesures nécessaires pour assurer l'équilibre financier de la SOGEM, sans quoi parvenir à la satisfaction des besoins des populations de l'espace en énergie devient une mission très difficile. Au nombre des mécanismes devant assurer la cohérence technique et financière de ce système, figure au niveau de la SOGEM le mécanisme de la garantie de paiement des dettes, l'abondement régulier des fonds spéciaux et le respect des dispositions du protocole tarifaire. D'autres mesures sont également annoncées, parmi lesquelles le financement des travaux de réparation et de révision des groupes de Manantali, la révision du tarif de l'énergie de ces barrages et l'exploitation de la centrale de Fellou. Les conclusions auxquelles nous avons abouti, c'est que premièrement, il y a une absolue urgence de reprendre en main la gestion de Manantali. Donc la SOGEM et l'OMVS ont reçu mandat d'engager des négociations tous azimuts et sans délai, de façon à ce que la gestion de l'ensemble de ce complexe-là revienne dans des mains plus sûres et dans des conditions absolument équitables pour le pays. La deuxième conclusion à laquelle nous avons abouti, c'est qu'il faut assurer l'équilibre financier de la SOGEM, c'est-à-dire que les revenus permettent de couvrir les charges. La mise en œuvre de ces recommandations devra contribuer à imprimer une nouvelle dynamique à l'organisation commune, une organisation dont le credo est de faire de l'eau un facteur d'intégration des peuples des 4 pays. Le Mali est très fier d'appartenir à cet espace à nul autre pareil qu'est l'OMVS, un espace d'intégration régionale qui a déjà plus de 40 ans de coopération avec le développement d'infrastructures communes que sont notamment l'aménagement à but multiple des Manantali à vocation agricole, énergétique et de navigation. La 56e session extraordinaire du Conseil des ministres de l'OMVS a été précédée de la rencontre des experts des 4 pays. Cette session est une recommandation de la 15e conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'organisation tenue en Mauritanie au mois de mars. Autre sujet, plusieurs partis politiques et associations sont venus remettre des dons au ministre de l'Économie, des Finances et du Budget pour soutenir l'effort de guerre. En tout, ils ont remis plus de 13 millions de francs CFA. Le ministre Tiena Coulibaly a remercié les donateurs tout en leur assurant que ces dons seront utilisés uniquement pour les besoins de l'armée malienne. Rachel Tessougui. L'Association des commerçants maliens du Togo a remis 8 millions de francs CFA au ministre de l'Économie, des Finances et du Budget pour soutenir l'effort de guerre. La Convention nationale pour une Afrique solidaire face au RA a également offert plus de 2 millions. La grande famille du Rassemblement démocratique africain a remis 2 millions de francs CFA. Les travailleurs de la mine d'or de Tabakoto ont donné la somme de 1 500 000 francs. Ils sont suivis par l'Association des femmes du Wassoulou à Paris qui a remis 1 million de francs CFA. Nous sommes les enfants du Mali. Tout ce qui touche le Mali nous prend au trip. Et malheureusement, nous ne pouvons pas grand-chose. Mais le cœur y est. Le ministre Tiena Coulibaly a rassuré ses nombreux donateurs que les dons seront utilisés uniquement pour les besoins de l'armée. L'autre promesse que je fais à tous ceux qui viennent ici remettre leur contribution, c'est que cet argent-là va être utilisé pour l'objet pour lequel il a été donné, à savoir aider l'armée malienne à faire son devoir. Il sera utilisé pour cela et uniquement pour cela. Le ministre de l'Économie a exhorté également d'autres Maliens à suivre l'exemple de ses donateurs. Selon lui, le Mali a besoin de l'aide de tous ses enfants pour gagner cette guerre contre le terrorisme. Sachez que le Premier ministre Django Sissoko a regagné Bamako en début de soirée en provenance de Djeddah. Sur son chemin, le chef du gouvernement s'est arrêté à N'Djamena au Tchad où il a eu un entretien avec son homologue tchadien. Auparavant, le Premier ministre s'est rendu sur les tombes des soldats tchadiens morts dans les combats au nord du Mali. Il a également apporté le réconfort du peuple malien aux blessés de guerre en soins à l'hôpital militaire de N'Djamena. Nous y reviendrons dans nos éditions de demain avec nos envoyés spéciaux Youssouf Touré et Aboubakar Traoré.
En attendant, rendons-nous au centre d'instruction Boubacar Salassi de Koulikoro. Les formateurs espagnols de la mission européenne et leurs agents de sécurité ont reçu aujourd'hui la visite du ministre de la Défense du Royaume d'Espagne. Pedro Morenes Eulat est venu s'enquérir des conditions de travail des experts espagnols et apporter le soutien de l'Espagne à la mission de formation. Reportage depuis Koulikoro de Seydou Traoré. L'Espagne compte 58 éléments parmi la mission européenne de formation au Mali. Il s'agit de 15 formateurs, 35 de la force de sécurité et 8 officiers. À 6 semaines de formation, cette visite du ministre de la Défense de l'Espagne vient réconforter le moral des experts européens à Koulikoro. J'étais avec les soldats espagnols et maliens ici et aussi la possibilité de voir en site la situation de notre soldat et de les projets d'appuyer le gouvernement de Mali avec ce type de coopération militaire. J'ai constaté que les soldats maliens sont plus formés comme je crois qu'ils étaient. Et je crois que ça c'est une très bonne nouvelle parce que l'idée c'est de former les soldats maliens très longue période de temps. Et la raison pour laquelle je suis très heureux, c'est que je vis aujourd'hui que ces formations, c'est cassé là-bas. Le ministre espagnol a échangé avec les formateurs sur l'état d'avancement de la formation du 1er bataillon et apporté l'encouragement du Royaume de l'Espagne à ses instructeurs au centre d'instruction Boubacar Salassi. Il a reçu des mains des commandos en formation, le drapeau du Mali et un tableau peint en guise d'amitié et de reconnaissance à l'Espagne. Dans le livre d'or, le ministre Pedro Morales Eulat a souligné le soutien de son pays à accompagner le Mali afin de relever les défis majeurs. Rappelons que c'est directement de l'aéroport de Bamako-Sénou que le ministre espagnol de la Défense a effectué ce déplacement à Koulikoro. Le ministre sénégalais des Forces armées était lui aussi en visite dans notre pays. Augustin Tina était en 5e région où il a rencontré les hommes du contingent sénégalais à Sévaré ainsi que ceux qui constituent avec eux la force de réaction rapide de la MISMA. À chaque étape de la visite, le ministre Tina a apporté les messages de soutien du peuple sénégalais. Moustapha Doumbia. Reçu à l'aéroport international Ambodédio de Sévaré par les autorités régionales, la première destination du ministre sénégalais des Forces armées a été le poste de commandement du contingent sénégalais. Le ministre a eu droit à une visite guidée de ce poste, service de transmission, service des soins et autres. Je puis vous dire que je suis déjà satisfait d'abord du comportement des militaires que j'ai rencontrés ici. Donc c'est pour dire qu'ici, c'est une organisation parfaite pour réussir la mission à vous dévoluer. Je le dis encore, vous êtes dans un pays ami. Après le poste de commandement, le ministre sénégalais des Forces armées et sa délégation se sont rendus à la base du contingent à Sévaré, une base que le contingent sénégalais partage avec ceux du Bénin et de la Guinée. Autrement, la force de réaction rapide de la mission internationale de soutien au Mali. Il est tout à fait normal que quand c'est un pays frère qui est attaqué dans sa chair, que vous y veniez. Nous sommes toujours avec vous, nous sommes fiers de vous et nous savons que vous assumerez la mission qui vous est dévolue. Je profite de l'occasion aussi pour féliciter les amis béninois avec lesquels nous partageons cet espace. Donc recevez aussi nos félicitations pour ce que vous faites pour un pays frère, un pays africain. A signaler que le contingent sénégalais compte 572 hommes répartis entre la compagnie motorisée, la compagnie d'appui et la compagnie de commandement d'appui et de services. Une partie de ce contingent est déployée dans la région. À Tombouctou, c'est une importante quantité de denrées alimentaires que le gouvernement du Mali a apportées aux déplacés de retour dans la ville. La remise officielle de ces dons a été effectuée par le ministre de l'Action humanitaire, de la Solidarité et des personnes âgées. Dr Mamadou Sidibé a également remis la somme de 5 millions de francs CFA comme soutien aux familles. Les temps forts de cette mission en 6e région avec Yéya Tandina. L'arrivée du ministre du Développement social, de la Solidarité et de l'Action humanitaire à Tombouctou a été un soulagement pour de cette visite. Cet appui est constitué de 100 tonnes de riz, 2 tonnes de lait, 37 tonnes de kits alimentaires,
plus 5 millions de francs CFA. Au nom du gouvernement, venir dire à ces populations que nous sommes les jeunes et les femmes qui ont salué les actions du gouvernement. Je le remercie très infiniment. Je remercie le gouvernement de leur arrivée et de leur assistance qu'ils apportent à la population et surtout aux femmes. Vraiment, on est très contents, on est très fiers de leur action humanitaire, vraiment. Nous remercions au nom de toute la population de Tombouctou l'effort que le ministre de l'Action humanitaire est en train de déployer pour soulager les peines. Comme il a dit, c'est des événements qui arrivent, qui n'ont pas souhaité du tout. Mais en tout cas, la population accueille avec la plus grande importance tous les gestes qu'il est en train de faire. Des kits alimentaires ont été remis à certains déplacés et une visite à domicile a été rendue dans la famille Kantao de retour. Ici, le ministre a rassuré les déplacés qu'une prise en charge intégrale des soins des enfants serait assurée par le gouvernement. Et puis, ces derniers temps, des tirs ont été entendus à Ber, une localité située à 60 km de Tombouctou. Aussitôt, les forces armées du Mali se sont déployées sur le terrain hier matin. Avant leur arrivée, les terroristes avaient déjà abandonné la ville. Sur place, les soldats ont procédé à une fouille maison par maison à la recherche d'individus et d'objets suspects. C'est ainsi que 23 personnes ont été arrêtées, des armes et des véhicules saisis. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions avec nos envoyés spéciaux sur place. Nous restons dans le nord du pays. L'axe Gao-Labezanga est sous contrôle des forces de défense et de sécurité. Malgré la destruction en partie du pont de Tassiga par le Mujiao, les trafics routiers ont repris à la satisfaction des usagers. De Labezanga à Gao, en passant par Ansongo, les foires ont retrouvé leur ambiance d'antan. Pour s'imprégner de ces réalités, notre équipe de reportage à Gao a fait le trajet suivant Drissa Kone et Djibril Bagayoko. Les terroristes en cavale ne peuvent plus compter sur l'axe Gao-Labezanga comme point de passage. En plus des patrouilles des forces de défense, les jeunes s'organisent à la sécurisation de leur village. C'est ainsi qu'à Labezanga, 5 terroristes en fuite ont été interceptés et remis à l'armée malienne et nigérienne en février dernier. De Labezanga jusqu'au poste nigérien, jusqu'à la police, tout ce qui nous dépasse, on avise le Niger, qu'ils viennent au secours. Maintenant que l'autorité est auprès d'Ansongo, tout ce qui nous dépasse, on les avise. On a l'habitude même d'intercepter des gens de Mujiao ici. Ces actes ont sécurisé l'axe Labezanga-Gao au grand bonheur des transporteurs. Ces usagers et leurs passagers étaient devenus une proie du MNLA et ses acolytes. Cet axe était fréquemment emprunté par ces bandits à la recherche des butins. Aujourd'hui, cela n'est qu'un souvenir. Depuis que le Mujiao est parti, ça va. Aucun problème, vraiment, tout va bien. Nous rencontrons des patrouilles. Il y a le contrôle des pièces d'identité, il y a le contrôle des bagages. Ça nous rassure bien sûr. Sur tous les checkpoints, on rencontre ça. On a assuré avec ce qu'on a vu dans la route, on n'a plus de crainte. La destruction partielle du pont de Tassiga par le Mujiao au début de l'intervention militaire a fait des dégâts certes, mais n'a pas empêché la troupe nigérienne de se rendre à Ansongo. Une déviation des circonstances a connecté les deux points de l'axe. Mais si rien n'est fait d'ici l'hivernage, la situation risque de se compliquer. Le trafic routier Gao, Ansongo, Labezanga se passe normalement sans entrave. Mais le pont réparé, ça va faire un beaucoup plus. Parce qu'il faut qu'il contourne, il faut qu'il prenne un axe d'effort pour reprendre la route un peu plus loin. Donc en réparant, et puis bien avant l'hivernage, parce que dans quelques temps on sera l'hivernage, dans 1 mois, 2 mois on sera l'hivernage ici. Avec cette fluidité de l'axe Gao-Labezanga, les villages sont débordés de monde le jour des foires. Quel bonheur! Voilà, quel bonheur. Nous quittons Gao pour nous rendre directement au Maroc, où se trouvait le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Tieman Hubert Coulibaly. Les images, c'est tout de suite. Tieman Hubert Coulibaly était donc en visite officielle d'amitié et de travail à Rabat, au Maroc. Durant son séjour, le ministre a été reçu en audience par le Premier ministre marocain et les présidents des 2 chambres. Il a également eu des entretiens avec son homologue marocain et plusieurs autres personnalités du royaume. Cette visite a été l'occasion pour les 2 parties d'exprimer leur volonté à renforcer et dynamiser la coopération bilatérale dans les domaines de l'éducation, l'agriculture, la santé, le tourisme et la culture, entre autres.
Voilà, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale qui était en visite d'amitié et de travail à Rabat au Maroc. Le ministre national est cordialement sera disponible à 14 h au niveau du parc zoologique pour assurer le transport des participants. Rendons-nous à présent à Caille, où les préparatifs des élections de juillet vont bon train. Pour faire le point, le gouverneur a rencontré ce mardi les préfets des 7 cercles de la région. Principaux sujets évoqués, l'acheminement du matériel électoral dans les villages et l'insuffisance des moyens de déplacement et de communication, entre autres. Les précisions de Mahamadi Alioubari. Pour cette rencontre entre le gouverneur des régions, le colonel Salif Traoré, et les préfets de 7 cercles de la région de Caille, un seul point était inscrit à l'ordre du jour, à savoir faire le point sur les préparatifs des élections de juillet 2013. Tous les préfets ont pris la parole pour présenter la situation dans leur localité. Il ressort de leur communication que tout le matériel électoral, urne, isoloir est déjà sur place, mais son acheminement dans les villages pose problème. Les préfets souhaitent avoir aussi les moyens de communication pour la transmission des données. Le préfet du cercle de Kita Diraké, son cercle est fin prêt pour les élections avec ses 165 339 électeurs et 669 bureaux de vote. En termes effectivement de prise d'actes, les actes concernant les décisions des commissions d'organisation, les décisions concernant les cas de concertation ont été déjà pris. Le gouverneur et son cabinet ont partagé avec les préfets leurs expériences en matière de gestion des imprévus. Le gouverneur rassure. Et je dois dire que j'ai été rassuré, je suis satisfait, puisque j'ai découvert qu'au niveau de chaque cercle, le matériel qui a été envoyé depuis peut faire exactement les élections au niveau de 2013. Pour la simple raison que pour 2012, il était envisagé de faire les élections avec le fichier électoral consensuel et que par rapport au fichier biométrique, par endroit, le nombre d'électeurs a baissé, par endroit, c'est presque stationnaire et dans tous les cas, ça ne nécessite pas l'envoi de nouveaux matériels à notre niveau. En tout cas, tous les Maliens doivent conjuguer leurs efforts pour relever le deuxième défi majeur du gouvernement de transition, qui est l'organisation d'élections libres, crédibles et transparentes. Retour à Bamako, les travaux du 3e conseil de direction des domaines et du cadastre ont pris fin cet après-midi à la dette publique. Les participants ont, entre autres, passé en revue la gestion foncière et analysé les difficultés du secteur. Les principales recommandations issues de la rencontre avec Abdraman Maïga. Ne veut pas rester à marge des efforts de reconquête du territoire national. C'est pourquoi elle a apporté une contribution de 500 000 francs à l'effort de guerre. Certes, nous sommes malades d'alerte, mais nous gardons notre dignité. Nous sommes dignes fils de ce pays. Donc chacun de nous a le devoir. Il y a un problème, hein? Voilà, toutes nos excuses, vous l'aurez compris, il s'agissait là plutôt du reportage de Mamari Koné que vous avez pu voir en début de journal. Nous allons donc poursuivre en espérant évidemment que la technique sera de notre côté. Tout de suite, nous allons retrouver le reportage de Abdraman Maïga. Donc, on me fait signe que le reportage d'Abdraman Maïga n'est pas prêt. Nous poursuivons donc. Aujourd'hui, 7 mai, c'est la journée internationale de l'asthme. La prévalence de la maladie en Afrique, comme dans les autres pays du monde, a augmenté au cours des dernières années. Pour mieux cerner l'asthme, notre reporter Kadida Toukone fait un zoom sur cette maladie respiratoire de plus en plus fréquente au Mali. La journée mondiale de l'asthme se déroule chaque année le premier mardi du mois de mai. Elle a pour but d'échanger et d'informer sur cette maladie. L'asthme est une maladie chronique, inflammatoire, qui atteint surtout les bronches, jusqu'au niveau des bronchioles,
et qui entraîne des difficultés respiratoires, surtout au moment où le malade expire. Donc en fait, c'est une maladie chronique de type inflammatoire qui survient chez un certain nombre de personnes qui ont une prédisposition génétique par rapport à cette maladie. L'asthme d'origine allergique peut commencer à tous les âges. Il existe des asthmes légers avec une seule allergie responsable et des asthmes plus sévères avec plusieurs allergies en cause. Ça peut être climatique, ça peut être l'environnement, la poussière, ça peut être alimentaire. On dispose aujourd'hui de traitements efficaces, quel que soit le degré de sévérité de l'asthme. La nébulisation, c'est le traitement par voie locale des asthmatiques, c'est-à-dire que c'est des appareils qui font une production de produits. Les solutions liquides, par exemple, qu'il est en train de mettre, un peu de bricanil, c'est un bronchodilatateur, il le met dedans, et le rôle de cet appareil est de transformer ce liquide en gaz. Et en ce moment, ça fait une nébulisation pour le malade. Et les gaz, qui sont des bronchodilatateurs, vont entrer directement par le nez et la bouche chez le malade et va atteindre directement les bronches pour pouvoir les dilater et grossir un peu le calibre de ces bronches. Cet appareil est ce que l'on appelle un peak flow. Un peak flow, généralement, les ondes, ça les permet de connaître un niveau de souffle sur le marché. Et oui, le malade charge et lui. L'asthme peut faire l'objet du don de son promoteur. Les presse également et offre à la plupart des asthmatiques la possibilité d'avoir une vie normale, leur permettant d'exercer leur activité. J'ai un calmant qui me permet vraiment de pouvoir faire ma vie avec. Donc une fois que j'utilise ce médicament-là, directement la crise ça passe. Souvent je ne peux pas fournir assez d'efforts. J'aime faire le sport, mais vraiment en réalité, à un certain niveau, je ne peux pas. L'asthme est une maladie très fréquente qui, malgré les grands progrès thérapeutiques réalisés au cours des dernières décennies, continue à faire malheureusement des victimes. Avec la surinfection et l'encombrement qui se fait, si on ne soigne pas, ça peut être à la base plus tard de lésions, mais surtout, ce qu'il faut savoir, c'est que ça peut s'aggraver jusqu'à arriver au stade qu'on appelle un peu le stade d'asthme aigu grave, ou le stade de mort imminente, où le malade est véritablement en détresse et peut décéder. Il est indispensable d'informer les asthmatiques et leurs proches sur les conséquences de la maladie. Il faut également inciter les malades à recourir à leur médecin traitant, car l'asthme ne doit pas pour autant être banalisé. Il reste une maladie respiratoire préoccupante. Voilà, et toujours en santé, Save Children vient de publier le rapport 2013 sur l'indice des mères, donc des mamans. Dans ce rapport, il ressort que la République démocratique du Congo est le pays où il est le plus difficile d'être mère au monde. La Finlande est le meilleur. La situation des mères dans le monde est un classement unique de 176 pays indiquant ceux qui soutiennent les mères et ceux qui n'y parviennent pas. Il évalue le bien-être des mères à l'aide d'indicateurs de la santé maternelle, de la mortalité infantile, des niveaux d'éducation et du revenu des femmes ainsi que de leur statut politique. Selon ce rapport, le Niger, le Mali, la Sierra Leone et la Somalie figurent parmi les 5 derniers pays du classement mondial, en plus de la RDC. Sur un tout autre sujet, remise d'équipements et de fournitures à la mairie de la commune de Ganyaka par la société des mines d'or de Kanala Sonika SA. La cérémonie s'est déroulée en présence des autorités communales, administratives et scolaires. Ces équipements devront combler le déficit pédagogique, améliorer les conditions de travail des enseignants et relever le niveau des élèves. La Sonika SA intervient dans 3 domaines, notamment dans l'éducation, la santé et l'adduction d'eau. Voilà, remise donc d'équipements et de fournitures à la mairie de la commune de Ganyaka. SA. Voilà, les équipements devront combler le déficit pédagogique, améliorer les conditions de travail des enseignants et relever le niveau des élèves. La Sonika SA qui intervient dans 3 domaines, notamment l'éducation, la santé et l'eau.
À présent, sport football, championnat national de Ligue 1. Le CSK s'est positionné hier en battant l'ASOM 2-0. C'était lors de la 22e journée au stade Modibo Keïta. Un match suivi pour nous par Assa Soumari. Le CSK et l'ASOM, suite à leur défaite de la 21e journée, face respectivement au Djoliba Athletic Club 0-5 et à l'Est Real 0-1, doivent mieux se positionner. Ce sont plutôt les Bleus du CSK qui réussiront leur pari en s'imposant aisément face à l'équipe de Misra 2-0. Supérieurs physiquement et tactiquement, les Boys du CSK mènent en toute logique 1-0 depuis la 9e minute grâce à un tir de Bouye Kanté. Les joueurs de l'ASOM sont fébriles sur le plan défensif et sont à la fin du match. Un résultat qui permet à l'ASOM de rester toujours à la 9e place avec 27 points. Aujourd'hui, on a très mal joué parce que tactiquement, on n'était pas en place. On a perdu tous les duels en première mi-temps. Il y a eu trop de défense défensif. On a commis trop de fautes pour avoir vraiment la même mise sur le match. Parce que dans un match comme ça, CSK c'est un adversaire direct pour le maintien. Quand tu joues contre un adversaire direct sur le maintien, il ne faut pas commettre des erreurs. Une équipe qui va commettre moins des erreurs va l'emporter. Aujourd'hui, c'est CSK qui a commis moins des erreurs à l'emporter. Ils ont mérité leur victoire. Quant au CSK, de la 12e, il remonte à la 11e place avec 24 points. Et la priorité, c'est désormais le maintien. Nous avons gagné presque tous les duels. Nous sommes en train de chercher le maintien. Donc tous les matchs sont comme des finales pour nous. Donc nous allons nous battre pour avoir des points et pouvoir nous sécuriser. Prochaine journée, le CSK sera face à Atar Club de Kidal et l'ASOM en découdra avec l'USFAS. Voilà, c'est tout pour ce journal.